Chaque soir à 20h, toute la France se met aux fenêtres pour vous applaudir, vous remercier et vous soutenir. À tous, Merci. 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 On est là, aux fenêtres et aux balcons, nous on est là. On applaudit les soignants, mais pas le gouvernement. L'union sacrée qu'ils nous vend, on n'en veut pas. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas qu'ils ont tout privatisé, tout vendu aux financiers. Ça ne se passera plus comme ça car on est là. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, tous unis ça changera car on est là. Bonjour à tous, chers auditeurs, manifestants, auditrices manifestantes. Cette émission vous est proposée par le comité régional de la CGT Auvergne-Rhône-Alpes. Même confinés, nous pouvons manifester, oui, car vous toutes et tous, en écoutant notre radio, vous constituez les manifestants de ce 1er mai pour que le monde d'après ne soit plus comme avant, pour l'égalité, la justice sociale et climatique. Au programme de cette émission, de la culture, des poèmes, de la musique pour fêter les travailleurs et les travailleuses, mais aussi des interviews de militants, une table ronde européenne avec des responsables syndicaux pour préparer les combats qu'il faudra mener. Un 1er mai revendicatif, festif. Merci chaque auditeur, auditrice de partager et de lutter aujourd'hui avec nous en nous écoutant sur l'onde de mai, la radio de la CGT. Pour commencer notre émission, la parole à Agnès Natton, secrétaire générale du comité régional CGT d'Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis plus de 130 ans, le 1er mai, journée internationale du monde du travail, il est de tradition de se rassembler, de manifester et de faire la fête, de partager des valeurs humanistes, de paix, de solidarité et de fraternité pour la justice sociale. Au moment où des millions de personnes sont confinées, la fête du travail prend une dimension toute particulière. En effet, la pandémie a sur nos vies et la marche de nos sociétés l'effet d'une déflagration et d'un saut brutal dans l'inconnu. Comme si nous étions face à un nouveau monde, comme si la planète nous lançait pour défi de penser, de repenser la vie pour faire société avec nos semblables. Depuis plus de 2 mois, de nombreux pays vivent grâce aux oubliés, aux invisibles, ces gens de peu, les levés tôt, les couchés tard qui ont continué à travailler le plus souvent au risque de leur propre vie. Je pense évidemment à l'ensemble des personnels de santé, des soins et du social. Je pense aux travailleuses, aux travailleurs du commerce, de la sécurité, des transports, du nettoiement, aux agents des services publics. À vous toutes et tous qui travaillez pour répondre aux besoins essentiels de la population et pour assurer la continuité du service public, à notre vie à tous. En quelques mois, ce virus est passé de l'échelle microscopique à l'échelle planétaire, au point de bloquer les rouages de notre monde, d'abord secoué, puis mis à l'arrêt, hébété par cette crise globale et globalisante sanitaire, humaine, sociale, économique. Oui, le Covid-19 renverse tous les rapports sociaux, mais il déstabilise aussi le capital et les places boursières. Il précipite le déraillement de l'économie mondiale et distille l'angoisse parmi
celles et ceux qui subissent d'abord les inégalités sociales, celles et ceux qui ne vivent ou ne survivent que de leur force de travail. L'irruption du virus met à nu nos peurs ancestrales et les dysfonctionnements majeurs de nos sociétés, mais aussi et d'abord les choix politiques qui ont conduit au chaos. Mais il révèle aussi le meilleur de l'humanité, le génie du travail humain et le devoir de fraternité. Nous redécouvrons l'utilité, l'essentiel et l'engagement, l'aventure de la rencontre du beau, du juste, du bien et de l'intérêt général. Alors, et si cette crise sanitaire sans équivalent dans l'histoire de notre espèce humaine était l'occasion pour re-questionner la place, les valeurs, le sens et la finalité du travail, sa reconnaissance et sa juste rémunération. Et si le temps était venu de concevoir une autre manière de produire, de consommer, de se comporter en prélude à la reconversion écologique et démocratique à engager en urgence de la cité au lieu de travail et dans notre société tout entière. Désormais, oui, les enjeux du temps occupent une place primordiale dans la lutte des classes. Alors, plaidons pour l'urgence du ralentir, pour un nouvel âge de la démocratie, pour penser le travail et sa finalité articulée à l'indispensable transition écologique, énergétique. Changeons notre rapport à la nature, au vivant, pour enfin intégrer le travail dans un projet d'avenir commun, respectueux de la nature comme patrimoine de l'humanité, autant que ressource de vie. À cet instant, sont posés au cœur de cette même crise les liens entre le travail et l'émancipation humaine, en termes de transformation et de nouveaux choix à construire, afin de ne pas se contenter de la seule moralisation du marché financiarisé, mondialisé. Il ne peut y avoir de simple retour à la situation antérieure. La crise actuelle interdit tout maintien à l'identique. Aussi, avec vous toutes et tous, nous devons chercher du neuf, fort de nos valeurs, de nos expériences, de nos différences. Nous devons unir nos forces, à l'instant de la rue et à l'œuvre de la proposition, porteurs de nouvelles exigences revendicatives et de transformation sociale. C'est pourquoi la CGT s'est engagée avec d'autres forces progressistes, syndicats, associations, pour construire dès à présent le jour d'après. Car repenser le travail, c'est reprendre au capital ce qu'il a pris au monde du travail. Repenser le travail, c'est s'attaquer à la manière dont se crée et se partage la valeur. C'est répartir autrement la richesse créée par le travail au service de la reconnaissance de celui-ci. C'est aussi penser différemment la propriété des moyens de production et des richesses naturelles pour satisfaire les besoins essentiels. Repenser le travail, c'est s'interroger sur le rôle et la place de l'État dans son rôle de cohésion sociale, d'anticipation, de protection et de planification. C'est aussi la nécessité de renforcer les services publics, notre système de santé, de soins, notre système de sécurité sociale. C'est aussi agir pour relocaliser une partie de nos productions et réindustrialiser notre pays, en développant des filières de circuits courts, d'économie circulaire. C'est mettre à plat les règles fiscales internationales afin de lutter efficacement contre l'évasion fiscale. Repenser le travail, c'est mettre en commun nos voix, nos expériences. C'est comprendre, c'est affirmer une vision d'un monde, une philosophie de vie, avant tout en humanité, en coopération, en vivre ensemble, et qui veut qu'en respectant la nature et en respectant autrui, on se respecte soi-même. Cette ambition et la dynamique de partage ouvrent des possibles, construits, accomplis par la capacité et le pouvoir d'agir de chacune et de chacun. Cette parole
à reconquérir pour que perdure notre histoire collective, réinventée au genre humain et à son bien-être durable pour faire société ensemble. Alors, oui, ce 1er mai 2020, malgré le confinement, la CGT ne dérogera pas à la tradition. Avec d'autres organisations syndicales, des associations, nous l'avons voulu revendicatif et festif, international et solidaire, culturel et combatif. Nous en appelons dès aujourd'hui pour demain à toutes les forces progressistes et humanistes et plus largement à toutes les citoyennes et à tous les citoyens pour reconstruire ensemble un futur désirable, écologiste, féministe et social, en rupture avec le désordre néolibéral et les politiques menées depuis maintenant bien trop longtemps. Ça commence à l'école, au jeu du premier de la classe. Quand notre candeur s'efface, que l'enfant s'envole. De concours en examen, nos vies sont en compétition. Ou quand se tendre la main devient l'exception. C'est ainsi que l'on vit dans des châteaux de Lego. Ainsi que l'on en vit nos alter-ego. Dans ce grand jeu du moi-je, tous les 5 ans on engage l'élu providentiel tombé du ciel. La fin du mois, enfin, le début du nous. Nous voulons, nous voulons, nous voulons changer tout ça, changer tout. La fin du mois, enfin, le début du nous. Nous allons, nous allons, nous allons changer tout ça, changer tout. Y aurait-il ceux qui gouvernent et ceux qui leur obéissent, ceux qui savent faire et ceux qui seulement les élisent, puis se doivent de la fermer jusqu'à la prochaine élection, parce qu'un chef ça doit chefer comme le Saint-Père de la nation. Notre destin entre les mains de ceux qui pensent être l'élite. Ne soyons plus spectateurs de nos vies qui se délitent. Amis, réagissons vite, quittons ce système dépassé, à la solde des vaniteux se vantant d'être nos messies. Est-ce donc ça la démocratie? Dites-moi, êtes-vous vraiment sûr? Quand on réprime dans la violence tous ceux qui crient à l'imposture, serions-nous tel un troupeau aveugle et discipliné, prêt à suivre même un loup s'il promet qu'il est un berger? Des gens qui disent qu'ils savent, qui voudraient tellement qu'on les suive, parce qu'il faut bien que quelqu'un nous sauve, pauvres sauvages que nous sommes, pensent-ils. Faisons-leur savoir que ces temps-là sont révolus, des millions derrière un seul, ce système nous n'en voulons plus. La fin du mois, enfin, le début du nous. Nous voulons, nous voulons, nous voulons changer tout ça, changer tout. La fin du mois, enfin, le début du nous. Nous allons, nous allons, nous allons changer tout ça, changer tout. Attention, l'abus du jeu est dangereux pour la santé, pouvant provoquer des crises d'ego surdimensionnées, disons-le sans émoi. Voici venue la fin du mois, à consumer de préférence avant la fin de ce mois. Rêvons à voix haute, que les hirondelles nous entendent. Ce qui nous appartient, nous sommes venus le reprendre. Ces matins ensoleillés qui depuis longtemps nous attendent. Faisons naître de nos mains tout ce qui ne peut pas se vendre. La fin du mois, enfin, le début du nous. Nous voulons, nous voulons, nous voulons changer tout ça, changer tout. La fin du mois, enfin, le début du nous. Nous allons, nous allons, nous allons changer tout ça, changer tout. La fin du mois, enfin, le début du nous. Le début du nous. La fin du mois, enfin. Le début de nous, le début de nous, le début de nous.
le poème de Daniel Rupil, dit Zian, artiste-poète de Haute-Savoie, car pour prévenir des troubles de la vision du réel, il faut lire un poème par jour. Et ces poèmes seront aujourd'hui lus pour vous par Zina et Médina. La louve blanche m'a raconté. Où est la terre dont l'homme ne connaît que le sol, son marchepied ? Où est le ciel dont l'homme ne connaît que le firmament, son marche-rêve ? Les racines sont dans le sol, les branches sont dans le ciel, l'arbre en est le trait d'union. Mais où est l'homme ? La louve blanche m'a raconté. L'espoir est une fleur qui éclot sur la terre et dont le jardinier est l'homme. L'espérance est son parfum. L'espoir et l'espérance tirent leur substance du même désir. Pour toi, qui peut-être n'espère plus, pour toi qui espère, ce poème est une fleur et son parfum. Autopsie post-mortem, je veux une petite Go-Go Dance. Big up à Dr House, big up à Orson Welles. C'est pas une guerre, c'est un problème qui nous dépasse. J'ai une toux grasse et le nez bouché, c'est peut-être un gros rhume. C'est pas un mètre, c'est un fossé qui nous sépare. Plus qu'un fossé, moi je dirais plutôt que c'est une fosse commune. Leurs commentaires, c'est peut-être le pire des effets secondaires. Si la télé me dit comment faire, moi je vais faire le contraire. Tous les regards me tirent dessus et cette galère me pompe l'air. Et puis comme ça, le fils de pute, il sera fier de son père. Nous sommes en guerre des styles, nous sommes dans le pire scénar. Plutôt une guerre civile, je crois qu'on en a pris le départ. Une troisième guerre mondiale, je tombe dans cette cuisine. Pour l'humain, il se fait tard, la mort se cache dans le pesticide. Je suis dans ma grotte, j'ai la tête creuse et je prends une trop grosse cuite. Mal à la gorge, voix caverneuse et je deviens troglodyte. À présent, fuck l'audit, je cultive ce fat body. Virus est uploadé, à 20h je t'applaudis. Le système B, ça veut dire la débrouille. Restez chez vous, nous cassez pas les couilles. Pas tes PQ voleurs de paquets de couches. Ça les répugne l'odeur de ma dépouille. Hommage aux soldats abattus car y'en a plein qui sont morts. Je deviens un cordon bleu et j'ai déjà gratté 28 morts. Je crois que Dame Nature se venge et qu'on endurcit les mesures. On finira entre quatre planches et je me sens subir ces murs. Pour les soigner il suffit pas qu'ils avalent un vaccin. La bêtise plane sur les deux quais du canal Saint-Martin. Y'a qui pour nous guider un être humain de type germophobe. Je crois qu'on a tout niqué, même printemps, été, hiver, automne. La tension baisse, la fièvre monte, c'est peut-être qu'une affaire de vent. J'ai déjà connu l'enfermement, chez moi c'est l'enfer dedans. Le buzz est plus que viral, sort de ma veine saillante. Le raid est plus que vital, merci aux aides-soignantes. Je rappe avec ma force, tu connais ma technique. J'écris dans l'ombre, je prépare des bombes, j'explose. J'envoie slow de mort, on va percer la foule. On rappe le brassage des plus démunis. Donne ce que j'ai pour marquer mon temps, pour marquer longtemps. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où mon pilote s'engraisse pendant qu'on crève en bas. On a déjà fait 100 fois les 100 pas, à faire des tranchées dans le parquet. Et dans la tête y'a juste la famille, les remparts. Conscient qu'on évolue dans un monde bien loin d'être parfait. Rien ne sert de se cacher derrière des remparts. J'accepte pas cette logique de santé rentable. Il prendrait du cash pour jouer de l'orgue à ton enterrement. C'est plus la peine de se la jouer faussement socio-sentimental. Votre hypocrisie me dégoûte tellement. On a affaire à une belle bande de confilis. Ils mettent des amendes à des sans-abri leur temps de se confiler. Je crois qu'on atteint le point de nos retours. Godwin a gagné, je vois des chiffres négatifs défiler sur le compte à rebours. Le temps presse, non plus rien ne me tempère. Y'a comme un avis de tempête et la colombe a pris la poudre des scampettes. Putain, du mal à nous imaginer à N+1. La frontière est fine de Laurent Fabius à Agnès Buzyn. La mort frappe à chaque étage et toutes les strates. Nos soignants voient des vies s'envoler, les autres voient des stats. La chute sera violente depuis leur piédestal. Tous les voyants sont dans le rouge et je crois que ça leur est bien égal. Ils vivent cette crise dans le confort de la distance. Mais quand vient le moment de s'entrer des poteaux, y a pas de dispense. De l'athée aux musulmans, du juif au catho pratiquant, de celle qui arbore les talismans aux réfugiés du Pakistan. J'envoie toutes ces pensées, ma force aux premières lignes. Au corps médical, aux familles des victimes. Il ne faut pas que toutes ces pertes fassent que partie d'un listing. Car mourir pour sauver des vies, ça mérite toute notre estime. On sait bien qu'ils font de leur mieux, dans des conditions déplorables. La rage aux yeux, quand le cri ne trouve pas d'oreille, leur regard va vers les cieux. Mais on ne connaît que très bien le sort de ceux qui se prennent pour Dieu. Je rappe
à la demande générale des confinés, des hippopitos. Le service d'urgence musicale, c'est de l'oxygène, mon potato. Mon fils de 6 ans sur la moto, agrippé à mon dos. Éviter les barrages, c'est comme un dédale. Ses pieds n'atteignent même pas les pédales. Aux soignants garants de nos vies, les frères et sœurs qui sont au logis. Avec mon titre honorifique de rappeur en pneumologie. Paraît que c'est la détresse pour mettre des masques au personnel qui va vous soigner, mais pas pour fournir au CRS des lacrymos, des LBD. Je veux bien ne pas critiquer les lacunes de l'État-providence et le manque de moyens mis dans la santé et dans les respirateurs d'urgence. Macron, garde ta mort à la toi, car y a pas eu de mort sous ton toit. Quand je vois le salaire des soignants, faudrait peut-être faire un moratoire. À ta prochaine de choc vitaux, viens te faire soigner en disgrâce, car tous les hôpitaux de France ne ressemblent pas au Val-de-Grâce. Car vous n'êtes que des populistes, omnubilés par leur carrière. Il n'y a plus d'idéalistes politiques que dans les cimetières. Et on n'est pas des arrivistes qui visent à redorer leur blason dans le pleura. Au-delà des antibiotiques, le streptocoque doré l'emportera. On a nos masques de braquage qu'on prête à ceux qu'on en ont besoin. On a de l'alcool, mais pas tellement sur les mains. Une bande de délinquants morbides venus faire craquer le Covid. Parce qu'avec un stylo bic, on fait une traque et au chromie. J'ai l'habitude des gyrophares, mais c'est plus les mêmes sirènes. La seule fièvre qu'on vit quelque part devrait être celle d'NTM. La souffrance aux soins est immense. J'ai pas vu de député mourir dans les couloirs sur un brancard des urgences. Il y a urgence et peut-être que l'irradiation des villes et la radiothérapie de la nature pour soigner un cancer hostile, faut que l'humain paye sa facture. Peut-être que c'est le drame dans les villes parce que vous êtes juste des fous débiles. Et lorsque l'humain disparaît, reviennent les loups de Tchernobyl. Je rappe avec ma force, tu connais ma tête. J'écris dans l'ombre, je prépare des bombes, j'explose. J'envoie slow de mort, on va percer la foule. On rappe le brassage des plus démunis. Donne ce que j'ai pour marquer mon temps, pour marquer longtemps. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Ou Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. On se retrouvera bientôt autour d'une taille en faisant des grosses bringues. Mais pour l'heure il est temps de retrouver le bonheur dans des choses simples. Angoisse en petite surdose, l'ennemi est invisible. Les gens comprennent très bien ce qu'ils risquent depuis que le monde s'est mis sur pause. Mouvement de panique en grande surface car se joue notre vécu. Mais que tous ces égoïstes se momifient dans leur rouleau de PQ. On était prêts, moi j'y crois pas des masses. On rentre dans une sale phase, hélas la preuve nos hôpitaux vous ont dit pas les masses. Dites-moi ce qu'il reste en France dès que les sirènes s'enclenchent. Dites-moi si je rêve, dites-moi si je rêve qu'on n'était pas si près pour une si belle sentence. Ça fait quoi de se retrouver face à sa pire hantise? C'est pas le virus mais la bêtise de l'âme qui nous a pris en grippe. Nos vrais héros demandent à se faire entendre. Personnel médical qui lutte jour et nuit pour que la merde s'éloigne. Merci à ceux qui restent au front malgré la fièvre ambiante. Et dites aux inconscients qu'il y a pire prison que d'être chez soi. La bactérie joue de la batterie. Waouh. J'entends des cris, des mots cris. Confiné, je dois filer. Mon fils finit sa poterie. Laisse-moi le temps de respirer. J'ai la zik dans la poitrine. D'où sera la médecine? Perso, je roule ma Sansi. La zik m'a sauvé. Je rajoute ça à mon autopsie. Fuck les aristocrates. Oui, la richesse est coupable. Cousin, je rappe dans l'urgence. Vu que l'accent est remarquable. Donne la force aux grands-parents. N'oublie pas la maman. Avant que les larmes coulent sur le bord d'un diaporama. Fini l'époque Nirvana. Maria, marijuana. Allez, donne-moi une scène. On fera des sauts à Serge Lama. Non, ce monde n'a rien de banal. Rouya, 12 Rawa. Bien sûr j'ai de l'espoir même si le virus fout d'awa. Oui la prod full fire et tout le monde full fire. Bien sûr j'ai de l'espoir même si le virus fout d'awa. Je rappe avec ma force, tu connais ma tête. J'écris dans l'ombre, je prépare des bombes, j'explose. J'envoie slow de mort, on va percer la foule. On rappe le brassage des plus démunis. Donne ce que j'ai pour marquer mon temps, pour marquer longtemps. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Ou Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Toi tu m'as surpris comme un rhume Au coin de mon lit. Toi tu m'as surpris comme un rhume. Mon épidémie. Toi tu m'as surpris comme un rhume. Au coin de mon lit. Toi tu m'as surpris comme un rhume. Mon épidémie. Toi ma brune. Au micro d'Elisa, Pascal Dupas, responsable de la CGT Santé en Auvergne-Rhône-Alpes, va répondre aux questions. À toi, Elisa. Pascal, pourquoi peut-on dire que les gouvernements respectifs ont détruit notre système de santé?
Oui, depuis donc le milieu des années 80, donc les gouvernements successifs ont décidé qu'il fallait faire des économies drastiques sous prétexte que la santé coûtait cher, et de gouvernement en gouvernement, donc ils ont développé donc des politiques d'austérité qui se sont traduites par une première mesure qui a été le numerus clausus, une réduction donc très importante du nombre de médecins dans le pays. Donc cette mesure s'est accompagnée, bien évidemment, en toute logique, de fermeture de nombreux services chirurgicaux, de maternité, de services de médecine, voire même y compris de fermeture complète d'hôpitaux dans les territoires. Tout cela donc en lien avec une réduction drastique des effectifs et des moyens. Donc cette triste réalité, elle est mise en évidence dans la crise du Covid-19. Et rappelons aussi que notre système de santé, il a été longtemps un des plus performants en Europe, voire au monde, et ceci pour deux raisons. D'abord, c'est tout notre système de santé était articulé autour d'une colonne vertébrale qui était donc l'hôpital public et les CHU, et avec un financement sécurité sociale par le biais de nos cotisations, le fruit de notre travail. Ces deux éléments, hôpital public, financement, sécu, étaient un gage de qualité de notre système. Là, aujourd'hui, le gouvernement, dans le plan Ma Santé 2022, donne un coup d'accélérateur donc à cette casse, en ayant décidé que l'hôpital public serait là dans notre système l'établissement donc de dernier recours, essentiellement consacré aux actes chirurgicaux autour de plateaux techniques. Tout le reste va basculer sur d'autres, va être transféré à d'autres services, et notamment à d'autres établissements privés lucratifs en l'occurrence. Et la deuxième mesure là qui est aussi en cours sur le quinquennat, c'est de basculer le financement donc de la branche santé de la sécurité sociale vers l'impôt, avec la pirouette de la CSG. Donc ces deux facteurs nous inquiètent fortement, d'où la nécessité de mettre un point d'arrêt immédiat donc à cette réforme. J'espère que Macron le fera, puisque c'est ce qu'il nous a fait comprendre le 12 mars lors de son allocution. Et puis peut-être aussi qu'il y a une raison non avouée et non avouable, c'est que notre protection sociale dans le pays, ça représente une manne financière énorme, plus de 700 milliards d'euros, le double du budget donc de l'État, et nous pensons qu'effectivement ils veulent transférer ces 700 milliards dans les mains du capital et leurs spéculateurs. Ça c'est c'est un des objectifs fondamentaux, nous semble-t-il, dans ce qui anime les réformes aujourd'hui. Concernant notre système de santé, quelles sont les propositions faites par la CGT ? Oui, notre fédération, donc CGT Santé, là, a décidé, donc en lien avec le projet confédéral, de mener dès que possible une grande campagne sur un grand service public de santé et d'action sociale, où on demande de redéfinir effectivement l'organisation générale du système. Autour de ce grand service public de santé, de conforter donc le financement intégral par la sécurité sociale, en y compris donnant d'autres prérogatives à cette sécurité sociale, notamment autour de la prise en charge donc de l'accueil et du soin des personnes âgées, qui doit être pris intégralement et financé intégralement par la Sécu, de remettre des exigences de démocratie au cœur du système, parce que là aussi la crise du Covid-19 nous démontre à quel point le pouvoir est concentré sur quelques-uns au niveau national pour prendre des décisions, et des décisions qui touchent à notre vie de tous les jours, et bien évidemment de remettre des exigences en termes de moyens humains dans ce système. Donc cette campagne, nous allons la mener très fortement, nous y travaillons déjà d'ailleurs pour produire tout un matériel sur le sujet, et d'animer une activité syndicale autour de ces grands enjeux, et d'aller à la rencontre des populations
sensibilisation sur ces questions. En attendant, des dispositions peuvent être prises donc dès à présent pour nous donner une bouffée d'oxygène, notamment la suppression donc de la dette des hôpitaux, la suppression sur la taxe sur les salaires, 4 milliards d'euros, qui pourrait effectivement aussi bien nous aider à renforcer nos services. Donc voilà, ça, ce sont des dispositions qui peuvent être immédiates, et on peut aussi donc envisager une révision de la loi de financement de sécurité sociale et d'augmenter donc les objectifs de dépenses d'assurance maladie qui sont fixés à 2,2 pour cette année et de passer à 5%. Donc ça, c'est des mesures qui peuvent être prises de suite en plus de ce projet à long terme sur le grand système de santé, le grand système public de santé que nous revendiquons. Pascal, très concrètement dans la région, as-tu des exemples pour illustrer la situation ? Oui, sur le plan régional, bien évidemment, on n'est pas épargné par toutes ces politiques d'austérité. Des exemples, il y en a une multitude. Bon, je pourrais peut-être en citer deux. Le devenir donc de la clinique mutualiste, qui est la deuxième clinique mutualiste de France, qui a un statut effectivement public, qui est en vente. La mutualité a décidé de la vendre, et avec les informations que nous avons, ça risque de basculer dans le privé lucratif, là aussi. Donc au risque de concurrencer très fortement le CHU de Grenoble, où sont posées aussi la question de l'avenir de la maternité, par exemple. Donc voilà, ça nous démontre que ces logiques perdurent et continuent. Pire encore, pendant la crise du Covid, la semaine dernière, la direction donc de l'hôpital psychiatrique du Vinatier, le deuxième établissement de France aussi, en termes de taille, décide de fermer deux services pendant la crise sanitaire. C'est d'une indécence extraordinaire. Donc là, tous les mardis et jeudis, nous avons 100 salariés qui se rassemblent l'après-midi au pied de la direction avec des concerts de casseroles et autres pour dénoncer cette attitude de la direction qui est complètement scandaleuse. Bon voilà, et puis d'une manière générale, quand on a pris connaissance donc du rapport commandé par Macron à la Caisse de dépôt et de consignation, les premières dispositions qu'il prendrait suite à la crise du Covid pour l'hôpital, c'est ni plus ni moins qu'une accélération de la réforme Ma Santé 2022, donc qui met un coup d'accélérateur donc à la privatisation de nombreux services hospitaliers. Donc ne nous laissons pas duper, soyons offensifs, occupons le terrain dès à présent, et occupons le terrain encore plus dès que l'on pourra sortir de ce confinement. Et attention à pas se laisser confiner outre mesure, parce que là aussi le déconfinement progressif pourrait aussi être un outil pour amenuiser notre activité syndicale. Donc voilà, donc restons sur le pont et allons-y et battons-nous pour un grand service public de santé. Merci. Ça va Manu? La semaine dernière on était 30. Toi qui aimes les chiffres, dis-moi combien on est maintenant. Je refais une vidéo simple qui coûte un pognon de dingue. Parce que vous êtes trop sourds. Simple, basique. Soignant, c'est une vocation, mais ça veut pas dire qu'on va pas perdre patience. Simple. Le taf de 4 fait à 2, tu deviens pas Shiva même si t'es en transe. Basique. Personne ne veut avoir à choisir entre douche, popo ou pansement. Simple. Personne ne veut avoir à mourir pour des putains de raisons d'argent. Basique. Si c'était ta mère dont je m'occupais, je pense pas que tu voudrais économiser. Simple. On vient pas me dire que je sais pas m'organiser quand soi-même on sait pas gérer. Basique. Quand un hôpital brûle, il faut réagir vite. Simple. Si les bonnes sœurs sont saoulées, c'est parce que la messe est mal dite. Basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. 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 L'ambulatoire, c'est le drive en McDo, ça rapporte du pognon. Simple. Rentabilité et débilité ont la même terminaison. Basique. Faut plus de 4 heures pour récupérer d'un coup de marteau dans les genoux. Simple. À plus de 80 ans, on te renvoie à la maison, on s'en fout. Basique. Bobo, euro, dodo, c'est un système qui se délite. Simple. À cause des abrutis d'en haut qu'on ose encore appeler des élites. Basique. Quand tu pousses les gens à bout, t'étonnes pas que ça finisse en suicide. Simple. Si tu te prends pour un roi, fais gaffe quand même au régicide. Basique. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases.
Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Si ça ruse pour nous museler, c'est pour mieux nous la mettre dans l'arrêt. Cet Exupéry sans elle, ton avion ne peut pas s'envoler. Vas-y. Si tu déshabilles Pierre pour essayer d'habiller Paul, c'est Riquet qui se fait baiser. C'est dramatique, mais pour le combat, t'inquiète, on est paré. Vas-y. Je suis pas Saint-Jean ou Saint-Nicolas, je veux juste faire mon métier. Si j'ai la rage dans ta tête de comptable, Pasteur sera là pour m'aider. Vas-y. L'union fait la force, je viens du coin en marchant pour t'expliquer que pour défendre les patients, on va te montrer ce qu'est la fraternité. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. 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 Les dominants ou une stratégie? Jouerait-il au confinement? Une chronique proposée par Jérôme. La stratégie des dominants ou comment jouer au con finement. Alors pour ceux qui seraient surpris en découvrant le titre de ma chronique, qui trouveraient malvenu de parler de finesse dans ce monde de brutes et incroyablement idiot d'attribuer ce qualificatif à nos élites qui semblent se disqualifier toujours un peu plus à chaque intervention télévisée, eh bien je voudrais dire en préambule, ne soyons pas crédules. Le prétendu amateurisme du gouvernement dans l'anticipation et la gestion de crise du Covid-19, où nos soignants sont dès le départ à court de masques et de gel hydroalcoolique, alors qu'on a des stocks entiers de lacrymos, de LBD et maintenant même de drones, ou l'apparente bêtise des ministres, des éditorialistes ou des préfets zélés, ou bien la polémique sur la chloroquine suivie de la visite surprise du président à Marseille, ou encore plus énorme, l'annonce de fermeture de lits en pleine crise sanitaire, eh bien tout cela, c'est du storytelling. Alors, pour ceux qui ignorent ce qu'est le storytelling, c'est les petites histoires que nous racontent les dominants, via les médias, afin de détourner notre attention de ce qui est réellement important. C'est donc un puissant outil de propagande permettant de justifier tout et surtout n'importe quoi, comme la privatisation des retraites, de l'éducation et de la santé. Par exemple, quand on passe nos journées à partager les dernières prétendues bourdes de Sibeth, qui ne l'est sûrement pas tant, ou du préfet l'allemand, qui l'est peut-être infiniment, on mobilise moins de temps pour dénoncer la déconstruction décomplexée du droit du travail et de nos libertés fondamentales. Merci Arthur pour cette précision. Une autre technique très utilisée en management est l'injonction paradoxale, qui rend impossible la réalisation complète des objectifs et qui a pour but de culpabiliser celui justement qui se trouve en difficulté pour les réaliser. Par exemple, si je vous dis de rester confiné, mais qu'en même temps, vous devez aller voter ou aller travailler, eh bien je pourrais toujours vous dire que vous avez mal suivi les consignes et que vous êtes entièrement responsable si un problème survient. Franchement, la communication des dominants est aussi bien ficelée qu'une démarche qualité, et en la matière, ils osent tout. Ainsi, notre président peut dire aux Français « Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. » Et en même temps demander un rapport à la Caisse des dépôts qui vise, comme l'a révélé Mediapart, à accélérer la marchandisation de la santé et donc à affaiblir encore plus l'hôpital public. Ces écrans de fumée repris en continu par les journalistes nous empêchent de nous poser la seule question intéressante. À qui profite la crise? À votre avis, aux travailleurs mis en danger en première ligne, aux précaires qui statistiquement meurent plus du coronavirus, ou aux dominants qui privatisent les profits et mutualisent les pertes? Car ce que révèle cette crise, c'est avant tout les terrifiantes inégalités sociales dans notre pays, en termes de logement, de fractures numériques, mais aussi et surtout en termes de survie. Statistiquement, aux États-Unis comme en France, les plus pauvres sont plus touchés par les formes graves. Et la finesse des dominants, c'est de savoir profiter du choc induit par cette crise planétaire pour accélérer les réformes ultralibérales et au passage s'exonérer de leurs conneries, car ils en font, et surtout de réussir à les faire payer par ceux qui en sont les premières victimes. Si vous pensez les dominants réellement bêtes, croyez-moi, vous avez un coup de retard. En quelques mois, ils ont imposé des lois scélérates, testé à grande échelle le télétravail, la téléconsultation et, bien entendu, la télééducation. Et même préparé l'opinion au tracking. Mais surtout, ils mettent la pression sur l'exécutif pour que le plus rapidement possible, tout redevienne comme avant. C'est-à-dire recommencer à polluer un maximum et creuser encore toujours plus les inégalités entre dominants et dominés. Pour éclairer mon propos, il peut être intéressant de rappeler que lors du premier défilé du 1er mai qui s'est déroulé au printemps 1890, les manifestants avaient décidé de porter sur leur poitrine un triangle rouge symbolisant les 3-8. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Puis, rapidement, pour revendiquer des semaines de 48 heures maximum, les ouvriers avaient décidé d'abandonner le triangle au profit d'une églantine rouge portée à la boutonnière. Alors pourquoi l'églantine rouge, me direz-vous? Eh ben tout simplement parce que cette fleur est très répandue dans le nord de la France où s'est déroulé le drame de Fourmies lors de la seconde manifestation du 1er mai, car pour l'acte 2, la police était préparée. C'est donc en mémoire des 9 ouvriers tués ce jour-là que le triangle est définitivement remplacé par une églantine rouge.
Alors je vais pas vous faire un cours d'histoire, hein, mais se souvenir que nos aînés ont lutté il y a 130 ans pour travailler 48 heures maximum par semaine, et qu'en ce moment nos patrons ont carte blanche pour nous en imposer 60 jusqu'à la fin de l'année, c'est plutôt cocasse. Mais en plus, réaliser que l'histoire n'a pas retenu l'églantine comme fleur du 1er mai, mais le muguet, c'est commencer à penser la complexité, et peut-être à appréhender la finesse des dominants. En effet, je le précise pour les plus jeunes de nos auditeurs, le muguet n'est pas du tout un symbole de la lutte ouvrière. Pour l'anecdote, c'est même le roi Charles IX qui avait pour tradition d'en offrir aux dames de la cour en guise de porte-bonheur. Et Félix Mayol, le célèbre interprète de Viens Poupoule, viens, aurait relancé la tradition en portant quelques brins de cette fleur à sa boutonnière. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce chanteur, objectivement, vous ne perdez pas grand-chose. Et à côté de Viens Poupoule, les chansons de notre playlist, je vous l'assure, seront de la liqueur pour vos tympans. Mais l'heure n'est pas la digression. Historiquement toujours, le 24 avril 1941, le maréchal Pétain instaure officiellement le 1er mai comme la fête non plus des travailleurs, mais du travail. Et l'églantine rouge, symbole du sang versé dans les luttes sociales, est habilement remplacée sous l'occupation par le muguet qui invite plus à l'amour qu'à la révolution. C'est pas de la domination en finesse, ça ? Dévoyer les symboles, c'est le propre des dominants, et notre président ne fait pas autre chose quand en fin de discours, il évoque les jours heureux. L'objectif est simple, faire disparaître l'association entre cette expression et le programme du Conseil national de la résistance qui stipulait que l'intérêt général doit toujours primer sur l'intérêt particulier. Dans la novlangue, les jours heureux sont réduits à la possibilité retrouvée de consommer à nouveau sans entrave. La technique est connue, on reprend des concepts séditieux pour les appauvrir car on sait que limiter le langage permet de limiter la pensée. Et pourtant, se souvenir du Conseil national de résistance en période de crise, c'est décisif. Et rappeler qu'il visait à limiter la domination de la finance qui avait sévi dans les années 30, provoquant l'accaparement des richesses par une minorité avec la complicité des banques et des élites, semble pertinent car toute ressemblance avec ce que nous vivons actuellement est bien évidemment faite exprès. Mais le plus terrible dans l'histoire, nous le savons, c'est que la domination conduit inexorablement à la banalité du mal, où une prétendue élite exploite, asservit, voire élimine des populations reconnues comme méprisables. Bien évidemment, loin de moi l'idée de comparer notre gouvernement ou la direction de nos hôpitaux ou celle de nos entreprises au régime de Vichy. Mais les influences nazies du management moderne ont été brillamment mises en lumière par l'historien Johann Chapoutot. Et il semble plus que jamais nécessaire de dénoncer les tendances totalitaires de nos dirigeants qui semblent plus enclins à dominer qu'à gouverner. L'honnêteté intellectuelle doit donc nous obliger à dénoncer le néo-totalitarisme qui gangrène nos démocraties et s'interroger, comme nous y invite Bruno Latour, sur l'utilité de prolonger cette façon de produire qui fabrique de la dette et détruit la planète. Et le salut ne viendra pas de l'Union européenne qui vient de choisir BlackRock comme conseiller environnement. Alors ne nous laissons pas duper. Les dominants ne sont pas disposés à changer. Le meilleur moyen pour qu'ils arrêtent de nous raconter des histoires, c'est qu'on recommence à écrire la nôtre. Nous devons donc continuer la lutte pour imposer nos revendications, mais aussi nos utopies, car nous avons besoin de poésie pour redonner du sens à nos vies. Et pour terminer, plutôt que de citer René Char, je vais m'autoriser à le paraphraser. L'impossible, nous ne l'atteignons pas, mais c'est la lanterne qui doit nous guider. Bonne fête des travailleurs et des travailleuses, chers camarades. Tu bosses dans ton salon en slip et en télétravail. Tu masques ton visage, distanciation sociale. Tu marches tel un robot dans les rayons de casino. Les gens ne te touchent pas, y'a plus de barrière. Tu ne peux dialoguer qu'avec ton animal. Impossible de poursuivre ta vie sentimentale. Il te faudrait faire du sport pour pas que tu grossisses. Impossible de sortir sans voir la police. Antiviral, tu restes chez toi. Tes stocks de pâtes, tes toilettes s'appauvrissent. Antiviral, en plus tu dois garder ton fils. C'est en restant recul qu'on ne l'attrape plus. Qu'on ne l'attrape plus. Qu'on ne l'attrape plus. Qu'on ne l'attrape plus. Antiviral. 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 Why? Another beat by Mr. 300 Momo Production.
On mourrait pas du typhus cette année-là. Un plat conflit sur les retraites où il y avait beaucoup trop de social traître. 20 l'épidémie de corona et la déferlement, c'est confinement. On nous ment, on nous prend pour des bacalas. Pénico veut qu'on aille au boulot. Nous on veut pas crever pour ces bourgeois. T'as cru qu'on allait prendre tous les risques d'un griffe pantoufle dans ton château. Que la vie des caissières vaut 1000 euros. Que les soignants montraient au front avec leur bite et leur couteau. Tant pis s'il y a pas de masque dans les hôpitaux. On laissera pas passer, on vengera les soldats de ce combat que vous avez sacrifié. Trop occupé à sacrifier le vivant sur l'autel de la rentabilité. Et maintenant tu parles de nationaliser des secteurs clés de l'économie que t'as gentiment offert aux intérêts privés. Qu'on va encore éponger les pertes après tout ça qu'il y avait depuis des années sur le dos des salariés. Ça va pas passer crème. Pénicolo la vilaine, tu nous as mis la haine, la haine. Des bataillons d'ouvriers du bâtiment, sacrifiés trop, engraisser les actionnaires du BTP. Je te le dis méchamment, ça va péter. Ça va s'enchaîne et se déchaîne du goudron et des plumes si les gens parviennent à se contrôler. Exécution sommaire, si d'autres arrivent à te rattraper, tu l'auras bien cherché. T'inquiète pas, on vient te chercher chez toi. On vient te chercher chez mignon, toi. On aggrave le démon. Le patronavirus, on va l'éradiquer. À grands coups de latte, le massacre va arriver. Arriver. On mettra du son et on dansera dans vos salons. De salauds bien planqués dans les beaux quartiers, bien protégés. Alors qu'on s'entasse toutes nos vies dans des clapiers, dans des bacs délabrés qui sentent la sueur tout pourri pendant que vous riez. Tu riras mon quand on va réquisitionner tes avoirs bancaires et bien sûr tes terres. Tes terres, oh oui. On laissera rien traîner, on va pas raser gratis. On prendra du pur avec vos grands crus qui seront pas bouchonnés parce que bien conservés dans les caves de vos manoirs où on va t'enfermer. La vengeance sera terrible, j'espère que tu es préparé. Ça devrait car au fond de toi, tu le sais, t'as grave abusé, oh oui, abusé, trop oui, abusé. Il faut plus d'infirmières, moins d'actionnaires, moins de projets débiles et de patrons pourris à la tête de grandes sociétés. À 0,1%, t'as cru que tu pouvais contrôler le reste du monde et qu'on allait gentiment la fermer. Vous êtes pas assez nombreux pour qu'on soit accusé un jour de crime contre l'humanité. Le règne du vivant appelle à vous éliminer. Et jamais on pourra dire qu'on vous a génocidé. On dira dans les livres d'histoire que l'humanité s'est enfin libérée. Te livrer. Non, tu mentiras plus jamais, surtout avec la tête coupée, accrochée à mon croc de boucher. Dès que je vais pouvoir sortir si je t'attrape, ça va barder. Ça va barder. Tu seras plus ni momie. Tu seras plus. Tribunal populaire. Vous êtes ces assassins tortionnaires. Tous ces morts sur ta conscience. C'est pas la peine de ramener ta science. T'es pas foutu de commander 3 masques. Dégagez tous, bande de pourriture. Espèce d'ordure. Merci aux musiciens amateurs. Nous finissons notre émission avec la table ronde européenne autour des transports. Un débat entre syndicats d'Italie, de Suisse et français. Le micro à Pascal. La radio de la scène.
bonjour à tous. Et je vous remercie d'abord. Je vous remercie pour cet exercice un petit peu nouveau. Dans l'idée, voilà, on est tous confinés dans nos pays respectifs et on a réfléchi. Les camarades de la CGT ont réfléchi à comment on peut célébrer ce 1er mai, qui est la journée des revendications des salariés dans le monde entier. Comment on pouvait célébrer ce 1er mai en ayant une liberté un peu restreinte. Donc, nous est venue l'idée d'organiser cette table ronde autour de la question des transports. Seront présents à cette table ronde Antoine Fatiga, qui est militant de la CGT sur la question des transports et des salariés saisonniers pour la France. Donc Valérie Solano, qui est secrétaire du SEV, le syndicat des transports suisse, et Stefano Malogio, secrétaire général des transports de la CGIL. Alors peut-être pour commencer, on va commencer avec toi, Antoine. En France, mais j'imagine que dans tous les pays d'Europe, les organisations syndicales réfléchissent un peu dans le même sens. On doit réfléchir au jour d'après et à la place des transports qui est un enjeu important par rapport notamment aux enjeux environnementaux. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour nous expliquer comment la France a géré un peu cette crise sanitaire? Alors, tout d'abord, il faut souligner que du côté français, on l'a appris comme tout le monde, le 17 mars, et que c'était une annonce très brutale et que tout était à l'arrêt. Et à l'arrêt à la fois pour l'ensemble des transports, mais à l'arrêt aussi pour le tourisme et pour une partie que je connais bien, la partie des remontées mécaniques. Donc il a fallu déjà gérer cette partie de l'arrêt et la partie de comment les salariés allaient être indemnisés pendant cette partie où le travail ne se faisait pas. Ça, c'était le premier point qui a donné lieu à beaucoup d'interrogations et qui a laissé aussi beaucoup de gens sur le carreau. Cette partie-là n'est pas anodine, puisque on voit bien que aujourd'hui, il faut absolument que l'État se préoccupe des plus précaires, et ça, c'est quand même des choses qui sont difficiles à faire. La seconde chose qui a été aussi de voir pendant cette période-là, avant de réfléchir au déconfinement, ça a été de comment on protège les salariés qui sont pour des missions essentielles, qui sont des gens qui sont obligatoirement au travail. Alors, il n'y a pas que les personnels de santé, mais si je prends dans le monde du transport, il y a toute la partie des routiers, routiers marchandises, routiers voyageurs, parce qu'il a bien fallu que quelques bus repartent. Et dans les routiers marchandises, par exemple, il a fallu réouvrir des restaurants, des lieux d'accueil de ces routiers. Donc ça, c'est la partie, je dirais, qu'on peut dire de comment est-ce qu'on a géré la situation jusqu'à maintenant dans un pays qui n'était pas préparé, qui avait cassé l'ensemble des services publics. Il faut bien voir l'état dans lequel était la santé, mais pas que, et dans un pays qui se préoccupait pas beaucoup de la santé des salariés, puisqu'on voit bien toute la problématique qu'il y a eu autour des moyens de protection. D'accord, merci pour cette réponse. Donc après je vais poser la question aussi à Stefano, parce que les décisions qui ont été prises dans les États par rapport à ce virus a été différent, et d'ailleurs ça montre aussi l'absence de coordination des pays européens. Mais malgré tout ça, il semblerait qu'en Italie les décisions ont été prises un peu plus en amont, et notamment avec la contribution des organisations syndicales. Je pose la question parce que en France, l'avis des organisations syndicales n'a pas été du tout pris en compte, parce qu'on a surtout parlé de la protection des citoyens, ce qui est normal, mais on a très peu parlé de la protection des travailleurs. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment cette question elle a été gérée en Italie? Alors, en Italie, il y a eu un bon rapport de concertation, à la fois parce que c'était le premier pays en Europe à mettre en route le confinement, et donc c'est passé par diverses phases. Il y a eu une première phase d'interrogation, de savoir un peu qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Il y a eu une deuxième phase de concertation,
Et cette deuxième phase de concertation, y compris sur les lieux de travail, qu'est-ce qu'il fallait faire, elle a abouti à 2 accords importants, un accord du 14 mars et un accord du 20 mars, qui se sont traduits après par des directives et des lois. Et il y a eu beaucoup de discussions à l'interne entre les organisations syndicales, le gouvernement, et donc les organisations syndicales de salariés, les organisations patronales et le gouvernement, pour savoir un peu quelles étaient les activités qui devaient être tenues ouvertes et celles qui devaient fermer, c'est-à-dire essentielles ou pas essentielles. Ça a été une période très difficile, mais il y a eu un accord, et cet accord s'est traduit en loi. Cet accord, il a concerné très particulièrement le côté transport sur les 2 volets, à la fois les volets marchandises comme pour les volets voyageurs. Pour les volets marchandises, il faut voir que en Italie aussi, comme en France, il y a eu toute une envolée des transports de marchandises électroniques. Entre autres, Stefano parlait d'Amazon, avec une augmentation des marchandises à transporter et des conditions salariales. Là, depuis, il y a eu, pour voir un peu l'avenir, l'idée c'est quand même que le transport reste le moyen de transport, justement, enfin le transport collectif reste le moyen le plus utilisé, même s'il n'a pas été conçu au départ pour être dans des moyens de confinement. Il faut quand même que ça reste le transport collectif de masse, si on veut y compris gagner la bataille au niveau des enjeux environnementaux. Et donc là, il y a eu dimanche un accord sur la sécurité des travailleurs. Cet accord qui a été fait entre les organisations syndicales italiennes et les organisations patronales de transport a été traduit en loi. Donc on voit bien là la différence qu'il y a avec la France. Et cette phase nouvelle, c'est comment repartir avec une ligne de conduite, avec l'histoire de la distanciation sociale dans les transports et tout l'enjeu, je le répète, mais il a beaucoup insisté là-dessus, que le transport collectif reste le premier transport, je dirais que le transport collectif gagne y compris des parts de marché et que les gens ne reviennent pas à leur voiture individuelle. D'accord, merci. Et ça va me permettre de faire le lien avec une question pour toi, Valérie. Toi, tu représentes le syndicat des transports suisses. Et en Suisse, depuis très longtemps, le choix du transport collectif et une orientation très forte de vos élus, et il semblerait que justement l'application de ces gestes barrières fasse un peu peur aux gens et peuvent mettre un frein à ces politiques volontaristes et fasse en sorte que la voiture et le transport individuel redeviennent un mode de transport un peu plus développé. Donc, est-ce que tu peux nous dire là-dessus et sur comment vous appréhendez un petit peu l'avenir? Précisons juste que le syndicat SEV s'occupe des transports publics, parce que les transports en général, c'est un domaine plus vaste, et là, on ne peut pas être tout à fait sûr que c'est les mêmes problématiques. Mais restons sur les transports publics. Effectivement, la Suisse, c'est un pays qui a une densité tout à fait remarquable de transports publics. On peut aller dans n'importe quel petit village de la Suisse avec des transports publics, et ça veut dire que les gens les utilisent de manière très conséquente. Alors la crainte, puisque nous on a prévu un plan, on était semi-confinés et on va augmenter en fait, plutôt baisser le confinement encore plus à partir de la semaine prochaine, notamment avec les transports publics. Les transports publics, ils ont été baissés à 50% de leur capacité durant cette période, tout à la fois pour préserver évidemment la santé des travailleurs qui y travaillent, mais également parce que la demande en transport public était bien moindre. On a quand même gardé, si possible, les véhicules les plus grands possibles afin que les gens continuent à pouvoir les utiliser, mais avec des distances suffisantes. Maintenant, le grand enjeu, ça va être, donc on va remonter en puissance la semaine prochaine, ça va être de continuer de préserver les travailleurs, notamment les conducteurs qui doivent faire fonctionner les véhicules, mais de faire que les gens continuent à les utiliser pour des raisons que la Suisse a choisies depuis longtemps, c'est-à-dire plus écologiques,
une meilleure préservation tant du paysage que de la santé de tout le monde. Et comme ces transports publics fonctionnent très bien, c'est vrai que tout le monde suit. Donc on aimerait que ça continue. Alors la question, et puis les choix vont se faire d'ici la fin de la semaine, est-ce qu'il va falloir ou pas obliger les gens à porter des masques comme en Allemagne dans les transports pour garantir à chacun suffisamment de sécurité et restreindre la propagation du virus? Est-ce qu'il va falloir condamner un certain nombre de sièges? Est-ce qu'il va falloir empêcher plus de tant de personnes à rentrer dans les véhicules? Ce qui est sûr, c'est qu'on va, comme c'est la grande habitude en Suisse, chercher un consensus et voir ce qui est acceptable tant pour la population que pour les travailleurs. C'est un immense défi que de reprendre cette part des transports publics. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer à avoir une offre qui est d'une certaine manière très importante, parce que ce qu'on ne voudrait pas, c'est réduire l'offre en disant comme il y a moins de monde, on réduit l'offre. L'offre doit toujours être aussi importante et on va devoir... Évidemment, il faudra adapter les mesures au fur et à mesure pour que chacun puisse se sentir en sécurité dans les transports publics. Voilà, c'est un petit peu ce que je peux résumer. D'accord, merci Valérie. Et je vais rester un peu avec toi, Valérie, on a un état un peu de comment a été gérée cette crise sanitaire dans ton pays, mais voilà, les économistes disent qu'il y a de fortes chances pour que cette crise sanitaire se transforme assez rapidement en crise sociale. Et comment syndicalement vous voyez un peu l'avenir et comment vous arrivez un peu à gérer ces contradictions entre un État qui est très libéral et une volonté de travailler sur les questions d'environnement et les questions de transport public, quoi. Bon, disons que les questions de transport public, il faut voir que dans un très petit pays, avec des contraintes qui sont celles du paysage, on a quand même, si on aplatissait la Suisse, elle serait beaucoup plus grande, si on peut le dire comme ça, avec une image. Les transports publics sont quand même un avantage. On ne peut pas bétonner partout les montagnes pour essayer de les franchir. Et donc, le train est forcément nettement plus efficace, nettement plus rapide. Et c'est, je pense, un des éléments qui font que le transport public a toujours eu autant de succès en Suisse, c'est que pour faire la même distance, si vous utilisez un train, il y a une évidence que c'est beaucoup plus rapide. Et ça va demeurer. C'est aussi une particularité, c'est là-dessus qu'il faudra jouer, et puis on verra comment les gens vont réagir. C'est que les Suisses sont beaucoup des pendulaires, parce que la qualité des trains fait que vous pouvez sans problème vous déplacer d'une ville à l'autre, et quand vous changez d'emploi, vous restez dans votre même appartement, votre même maison. Par contre, vous faites peut-être plus de trajets avec le train et les transports publics. Et ça va peut-être être une des questions, puisque pas mal de gens ont découvert que faire du télétravail, eh bien c'était chouette, puis qu'on passait moins de temps dans les transports, et du coup peut-être qu'ils vont souhaiter rester à la maison. Alors d'une certaine manière, mais je suis pas futurologue, donc c'est peut-être un scénario possible, peut-être que une partie des utilisateurs qui posent des problèmes par ailleurs, puisqu'ils utilisent, les pendulaires utilisent les transports publics à des moments précis et tous en même temps, peut-être qu'une partie de ces gens vont rester à la maison ou découvrir qu'ils peuvent travailler de manière un peu plus alternée ou différente, et donc utiliser les transports dans des moments où il y a moins de monde. Et ce serait peut-être une sortie de crise, on va dire, élégante ou intéressante que ce qu'on essaye de faire depuis longtemps, c'est-à-dire de faire que les gens se répartissent mieux sur la journée dans les transports publics, se passera du fait de cette crise. Mais encore une fois, c'est un postulat. Il y en a d'autres qui se disent nous allons avoir tous tellement peur que dans le fond, on va utiliser plus nos voitures. Pour l'instant, mais je pense que tout le monde a fait le même constat en Europe, c'est plutôt le vélo et les modes, la marche par exemple, qui ont beaucoup augmenté. Alors maintenant,
Quant à savoir si c'est parce qu'on avait du temps à disposition qu'on a plus utilisé le vélo et la marche, il faudra voir sur un moyen terme. Mais peut-être aussi que tous ces moyens de transport alternatifs vont peut-être prendre leur essor grâce à cette crise. Par rapport à l'intervention de Valérie et notamment à une montée en puissance des modes doux, Antoine, toi, comment tu vois un peu l'avenir et surtout en lien avec les travailleurs, les conditions de vie des travailleurs. En fait, quand on écoute à la fois ce que dit Valérie puis à la fois ce que dit Stefano, on voit bien que l'ensemble des préoccupations des salariés est la même au niveau européen, et c'est aussi la même préoccupation que de faire en sorte que le transport collectif soit toujours ou augmente ses parts de marché. Et c'est une question qui est très importante. Valérie l'a dit, et y compris d'ailleurs en France, la question se pose avec les annonces du Premier ministre de savoir comment on va faire respecter la distanciation dans les trains. Ça sera le rôle de qui va pouvoir donner des masques ou pas, faudra-t-il les acheter, seront-ils fournis par l'opérateur SNCF, comment vont-ils être donnés, et puis en même temps comment sera assurée la sécurité des salariés qui feront tourner ces transports collectifs, que ce soit dans le train ou dans le bus. Mais en même temps, l'enjeu, et Valérie l'a très bien pointé, l'enjeu pour tous, c'est que la voiture individuelle ne reprenne pas des parts de marché. Donc il faut absolument qu'on trouve des moyens pour retrouver des capacités de transport, et là, c'est là où il faut peut-être que chaque État s'interroge pour refaire un plan Marshall pour les transports en termes d'investissement ferroviaire, redonner des capacités, remettre des trains à des heures où il n'y en avait peut-être pas, puisque Valérie a raison en disant que le télétravail va peut-être permettre d'étaler les horaires de travail, décréter les pointes, et ça c'est une nouvelle organisation du travail qu'il faut réapprendre de notre côté. Sur les modes doux, bien sûr que les modes doux vont reprendre, mais en même temps il faut que chaque collectivité, puisque nous en France c'est du niveau des autorités organisatrices des transports, plutôt des grandes collectivités, il faut que les collectivités mettent aussi en place des moyens d'accompagnement, que ce soit des pistes cyclables, des pistes où les gens ne croisent pas tout le monde en même temps. Donc il y a tout un plan d'investissement à faire. Et je pense que c'est qu'à ces conditions-là, investissement, et puis peut-être aussi, en ce qui concerne les transports de marchandises, c'est quelque chose qu'on porte à la CGT, c'est de faire en sorte que chaque mode paye bien ses coûts de transport pour permettre de relocaliser l'économie, parce qu'on a bien vu que dans ces moments-là, eh bien, une économie mondialisée trouve vite ses limites, et donc pour nous, pour la CGT Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, le fait de faire redémarrer des entreprises locales pourrait être fait, mais il faut qu'à ce moment-là, on remette dans le circuit ce qu'on appelle que chaque mode de transport paye ses externalités. D'accord. Eh bien, merci pour tous ces éléments. Et bon, donc Stefano, avec ce qu'on s'est dit là, on a fait le point un peu sur la situation du moment. Mais est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur comment vous envisagez l'avenir et notamment l'avenir du transport collectif, et peut-être aussi est-ce que tu peux nous dire deux mots sur la situation des services publics, et notamment un service public hospitalier dans ton pays, parce qu'on voit aussi que ça a été un élément important dans cette crise sanitaire. Allora, questa nuova fase per il trasporto sarà appunto. En fait, dans les transports en Italie, la réouverture se fera avec des masques obligatoires, des respects des distances d'1 mètre et avec un pourcentage de personnes dans les différents modes de transport. Il estime que 50% qui est prévu à l'heure actuelle, c'est trop haut, et que ce chiffre-là ne permet pas de respecter la distance entre les personnes si on veut. Donc il souhaitait au niveau que ce chiffre soit revu un peu à la baisse. Mais en même temps, il faudra réfléchir à toute notre organisation du travail pour réguler les horaires de travail. Tout le monde ne peut pas sortir et rentrer à la même heure, et faire en sorte que, de ce point de vue-là, il y ait une autre organisation sur la cité des horaires de travail, et pour éviter les horaires de pointe, et faire en sorte de mieux lisser les possibilités
mieux lisser le nombre de personnes qui viendraient dans les transports collectifs ou dans les transports privés, et en essayant de faire en sorte de manier ça avec les capacités des différents modes. En même temps, ce qu'ils sont en train de préparer, ils sont en train de préparer pour le septembre, parce que septembre, ça va être une autre paire de manches, avec la réouverture des écoles, puisqu'en Italie, les écoles réouvrent en septembre, pas comme chez nous le 11 mai, pas comme en France, et y compris pendant août, des questions liées au tourisme et au déplacement de masse. Des systèmes de comptage automatique sont en train d'être mis en place pour faire en sorte que, en fonction du mode, il n'y a pas plus d'usagers dans les modes que ce que le mode peut contenir. Sur la question des services publics de manière générale, il faut voir que cette crise a permis de remettre au centre des débats les rapports entre le public et le privé, et le fait qu'il faut éviter de tout privatiser. Par exemple, en Lombardie, il y avait une volonté de privatiser de manière importante tout un pan de la santé publique, et ça s'est arrêté, et ce débat est assez intéressant puisqu'il remet la question du service public au centre. Mais cette question du service public doit être aussi regardée en fonction de la situation économique à la fois du pays, mais il faudra aussi regarder ça au niveau européen, et l'Europe doit aussi se réinterroger sur ses choix politiques, entre autres en faisant en sorte qu'il y ait plus d'argent pour les services publics. Bien, merci pour tous ces éléments. Je pense qu'on va pouvoir terminer sur ces mots cette table ronde. Je remercie la CGT pour l'organisation de cette table ronde, et je pense que c'est une expérience qu'on renouvellera, qui peut amener, y compris de internationalisme dans notre militantisme, et on le voit au travers des réponses. Les préoccupations des salariés sont souvent les mêmes, quels que soient nos pays. Merci Pascal, merci Valérie et Stéphano et Antoine pour ces témoignages. Avant de nous dire à la prochaine, je vous propose un dernier moment de poésie. C'est un texte fort, un texte de Victor Hugo qui fait écho. Ce texte vous sera lu par Philippe, militant de la CGT. Victor Hugo nous laisse une abondante littérature. Dans le contexte actuel de crise sanitaire majeure, un de ses textes nous invite encore aujourd'hui à la réflexion et plus encore à l'action. Voici ce qu'il nous dit. « Je ne suis pas de ceux qui croient que l'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et affirment que l'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire. Je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre est une maladie du corps humain. La maladie peut disparaître, comme la lèpre a disparu. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. La radio de la CGT. Chers amis, nous arrivons au terme de cette émission. La journée festive, revendicative, continue. Merci de nous avoir écoutés. Je vous invite à laisser sur la page du site web de la CGT Auvergne-Rhône-Alpes, consacré à la radio, vos commentaires, mais aussi à partager vos rêves, vos aspirations, vos revendications pour le monde d'après. Demain, nous le construirons ensemble. Prenons les affaires en main, ne laissons pas l'avenir au monde des affaires. Bonne fête des travailleuses et des travailleurs, chers camarades. À bientôt.